Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Soyez les bienvenus. Quelques-uns parmi vous se sont étonnés du fait que chaque année, la conférence de presse de rentrée du secrétariat général de l'enseignement catholique ne soit tenue que début octobre. Pour ma part, je vois dans cette date apparemment tardive la marque d'une volonté délibérée, la volonté d'une école catholique soucieuse de prendre un peu de recul, parce qu'elle considère que l'éducation requiert du calme et de la lenteur. Et c'est bien dans cet esprit, calme et lenteur, que je voudrais vous proposer ce matin quelques éléments de réflexion et d'information, avant bien sûr de répondre à vos questions et d'échanger avec vous. La première chose sur laquelle je voudrais insister, en effet, c'est qu'à mes yeux, il n'est pas d'éducation sans paix et sans calme, et que dans cette perspective, l'école catholique entend bien travailler dans la paix et dans le calme. Bien sûr, je ne suis pas aveugle, et tout comme vous, je mesure à quel point notre pays et ses habitants sont traversés par des problèmes, des violences, des souffrances et des inquiétudes. Il faut les voir, les entendre, chercher à y remédier. Mais précisément, c'est lorsque des nuages voilent le ciel et brouillent notre visibilité que nous avons plus que jamais besoin de raison, de calme et de vision partagée. Or, nous semblons parfois en manquer cruellement. J'en veux pour preuve la dégradation, à mes yeux préoccupante, de notre capacité au débat rationnel et au désaccord pacifié. Une dégradation qui peut s'observer dans le climat social ou dans l'atmosphère politique, mais aussi dans certains dévoiements de la notion et du principe de laïcité, ou encore dans l'outrance, à mes yeux excessive, de certaines prises de position sur les questions scolaires. Et il me semble que tout ceci procède d'un double déficit. Déficit de raison d'une part, et déficit d'espérance d'autre part. Au lieu de nous conformer aux exigences de la rigueur et de la raison, nous tombons trop facilement dans la paresse et dans les facilités des simplismes binaires et des emballements passionnels. En matière scolaire, il peut, selon moi, en résulter des approches assez réductrices, comme par exemple celle qui voudrait nous faire croire qu'il faudrait absolument trancher entre transmission et pédagogie. Et là où nous aurions besoin de nous rassembler autour d'une confiance renouvelée et d'une espérance partagée, ce sont trop fréquemment des propos démagogiques et l'exacerbation d'une culture de l'affrontement qui semble tenir le haut du pavé. De ce fait, de vraies questions trouvent souvent des réponses, à mon avis, inadéquates ou disproportionnées. À titre d'illustration, la manière dont le gouvernement a voulu et souhaite encore légiférer par ordonnance pour modifier le régime d'ouverture des établissements privés, en transformant le régime d'ouverture par déclaration en un régime d'ouverture par autorisation. Outre le fait, pour le moins non négligeable, que ce serait porter atteinte à une liberté fondamentale, je ne vois pas bien ce en quoi la capacité des autorités publiques à empêcher les dérives éventuelles y gagnerait. Au total, la situation sociale, culturelle et politique de notre pays appelle donc avant tout que nous prenions le temps des diagnostics partagés, que nous nous donnions le temps de faire place à la complexité du réel, que nous choisissions d'ouvrir le temps du dialogue et de la fraternité au-delà des envolées incantatoires. Et pour notre part, nous y sommes prêts et nous comptons bien poursuivre notre engagement en ce sens. Tel est bien le sens de la déclaration publiée au printemps dernier par le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France. Telle est pareillement la perspective du réenchantement de l'école, auquel j'ai invité tous les acteurs de l'enseignement catholique à prendre part. Je vous le rappelle, cette démarche collective de réenchantement s'articule autour de 3 principes d'action qui se nourrissent mutuellement et qui sont constamment associés. D'une part, penser. Penser pour construire une analyse partagée des réalités de notre temps et des besoins qui en résultent. D'autre part, explorer. Explorer pour encourager et pour soutenir la créativité, les initiatives en matière éducative et pédagogique. Enfin, partager. Partager pour faire encore plus et encore mieux de l'école catholique une véritable maison commune. Cette démarche de réenchantement constitue davantage un état d'esprit et une invitation qu'un programme clé en main. Il s'agit pour moi de prendre son temps, de ne rien imposer d'en haut, d'accompagner ce qui se vit dans les communautés éducatives et de faire le choix des petits pas dont la modestie n'est absolument pas incompatible avec l'ambition.
pour l'année scolaire en cours, l'accent est porté sur la nécessité de réenchanter le « nous ». Réenchanter le « nous », comment donner pleinement corps à la notion de communauté éducative? Comment travailler sur les plans éducatifs et pédagogiques à l'articulation du « je » et du « nous ». Comment faire de la transmission des savoirs un levier de construction d'une culture réellement commune? Autant de questions, parmi bien d'autres, qui vont dans les prochains mois susciter notre travail. C'est là notre manière de contribuer à l'édification de ce que le pape François appelle une société intégrée et réconciliée. Et c'est bien dans ce souci de paix et de calme que nous abordons les différents dossiers du moment. En cette période tristement assombrie par les drames que vous savez, la sécurité des élèves et de tous les adultes qui travaillent dans les établissements constitue bien évidemment une impérieuse nécessité. Et donc il va de soi que les chefs d'établissement, avec les équipes, ont et auront à cœur d'appliquer très scrupuleusement les consignes reçues des autorités. Par ailleurs, je me réjouis du fait que les fonds publics alloués aux travaux de sécurisation des locaux scolaires concernent pleinement nos établissements, au même titre que les établissements publics. La gravité de la situation justifie en effet un régime dérogatoire au cadre juridique en vigueur, dont elle illustre d'ailleurs les possibles limites. Mais les impératifs de sécurité ne sauraient en aucun cas nous faire oublier l'essentiel. Et l'essentiel, c'est bien que nos établissements constituent d'abord et avant tout des lieux d'éducation. Je tiens ici à saluer et à remercier les chefs d'établissement et les équipes qui sont confrontés à des impératifs lourds et contradictoires. Comment tout faire pour protéger les personnes et comment en même temps éviter la psychose? Il y a bien là une affaire de climat éducatif dans le souci de propager une culture de l'attention à autrui. De nombreux établissements organisent les exercices de sécurité et de confinement en les vivant sur le mode du soin de chacun pour chacun. Et j'encourage très vivement cette approche. À sa manière, elle contribue en effet, et elle témoigne en effet, de tout ce qui constitue notre volonté d'éducation à l'altérité, à la rencontre. Cette volonté d'éducation à l'altérité, à la rencontre, elle se marque par exemple dans l'adoption par le Comité national de l'enseignement catholique, en juillet dernier, d'un important texte d'orientation sur l'éducation au dialogue interculturel et interreligieux dans nos établissements. Un travail est en cours pour compléter ce texte d'orientation par toute une série de fiches détaillées qui sont destinées à nourrir la réflexion et à éclairer la pratique des équipes. Ces fiches illustreront la manière dont l'école catholique vaut par essence comme une école de l'accueil de tous et du respect de chacun. En cela, elles diront aussi quelque chose de notre conception de la laïcité. Une laïcité de liberté et de dialogue, et non une laïcité d'exclusion. De la même manière, notre ambition, elle se vit dans tout le travail qui se mène au sein des établissements en faveur d'une école toujours plus inclusive. Tout récemment, les Jeux paralympiques de Rio ont donné lieu à la belle expérience humaine de Solidario. Solidario, une aventure animée par l'UXEL, notre fédération éducative et sportive, par le secrétariat général de l'enseignement catholique, en lien avec l'appel national. Durant 15 jours, une délégation de nos lycéens, certains valides et d'autres handicapés, ont assisté aux épreuves sportives et ont réfléchi et travaillé ensemble aux questions de différence et d'enrichissement par la différence. Les textes, les vidéos et les images qu'ils ont produits seront publiés le 10 novembre prochain, à l'occasion d'une journée nationale que nous organisons pour faire un bilan d'étape sur l'école inclusive plus de 10 ans après la loi de février 2005. Altérité et rencontre, tel est également l'horizon de notre politique en faveur de mixité sociale et scolaire. Pour vous le dire franchement, je suis un peu frappé par la teneur des débats sur ce sujet, un sujet qui, me semble-t-il, mériterait moins de formules à l'emporte-pièce et davantage de prise en compte de l'infinie diversité des situations concrètes. Certaines controverses me paraissent en effet assez artificielles ou disproportionnées. Ainsi en est-il, par exemple, de la virulence d'une analyse récente fondée très exclusivement sur le cas de Paris Intramuros, comme si Paris, à lui seul, était toute la France.
Tout comme moi, vous avez lu le rapport que le CNESCO vient de publier il y a une dizaine de jours. Vous avez également pris connaissance de l'étude de l'ADEPE, dont une version remaniée a été rendue publique vendredi dernier. J'en tire plusieurs éléments de réflexion. Le premier consiste à souligner la complexité de l'analyse et la possible fragilité des conclusions trop hâtives. Sans même parler de l'analyse publiée au printemps dernier par Pierre Courtiou, chercheur de l'EDEC, force est de constater que sur ces questions, les constats ne convergent pas pleinement. Pour le dire autrement, il me semble que nous nous fourvoyons en envisageant les questions de mixité que sous le seul angle statistique globalisant. Il faudrait d'une part faire entrer en ligne de compte la très considérable diversité des territoires. D'autre part, il serait nécessaire de mesurer les effets de la composition des classes. Nous savons tous qu'un établissement statistiquement très mixte peut en réalité comporter des classes composées de manière extrêmement peu mixte. Enfin et surtout, il y aurait lieu d'identifier les critères d'une mixité réellement efficiente en termes de réussite de tous les élèves. À ce titre, la deuxième de mes convictions, le deuxième de mes éléments de réflexion, réside dans le rappel suivant. Si les objectifs de la mixité sont scolaires, ils sont aussi et plus encore éducatifs. Éducatifs parce que nous devons former nos enfants et nos jeunes à la rencontre d'autres univers que les leurs. Et en même temps, ces objectifs et ces enjeux, ils sont pédagogiques. Pédagogiques parce que seules des pratiques pédagogiques adaptées, ajustées, permettent à la mixité sociale et scolaire de profiter à tous. Et à cet égard, je considère que l'enseignement catholique n'a absolument pas à rougir de son travail. En d'autres termes, l'école catholique ne se dédouane pas de ses responsabilités. Mais je considère qu'il ne serait pas équitable de faire d'elle un bouc émissaire dont la mise en accusation occulterait les questions de politique de la ville et de creusement global des disparités ou des écarts sociaux et culturels dans notre pays. Ce qui ne signifie absolument pas davantage que nous n'avons pas à poursuivre nos efforts. C'est mon troisième élément de réflexion ou en l'occurrence d'information. Comme vous le savez, nous menons depuis 2008 une politique d'approfondissement de notre ouverture à tous. Vous n'ignorez pas davantage que depuis 2014, cette politique a connu une nouvelle accélération avec la mise en œuvre de notre plan en faveur de toutes les réussites, c'est-à-dire de la réussite de tous. Je rappelle que depuis 2008, ce sont ainsi près de 1000 postes, pour être précis 983 postes qui ont été affectés à des projets en faveur des élèves en situation de fragilité sociale et scolaire. Concrètement, par exemple, il s'est ainsi agi de 120 postes pour la rentrée 2015, de 181 postes, et en tenant compte des suivis pédagogiques de près de 210 postes pour cette rentrée 2016, et nous prévoyons à ce jour d'affecter environ 300 postes à cet effort ciblé pour la rentrée de septembre 2017. Par ailleurs, et dans le même esprit, j'ai créé au sein du secrétariat général un poste nouveau, intégralement dévolu à l'analyse de la situation, à l'identification des critères de réussite d'une mixité efficiente et à l'accompagnement des équipes en la matière. Madame Sylvie Dacosta, dont le parcours et dont les travaux font une experte sur ces questions, a ainsi rejoint le secrétariat général au 1er septembre dernier. Sa compétence a vocation à nourrir notre réflexion et notre action. Car d'une manière générale, je me réjouis bien sûr qu'il y ait du débat d'idées. Mais je souhaite que le travail de terrain, modeste, minutieux et patient, ne soit pas occulté par certaines formes d'agitation excessive. Et puisque je viens d'insister sur le primat de la pédagogie, j'en viens au principal chantier pédagogique de l'heure, la mise en œuvre de la réforme du collège. Au sein de l'enseignement catholique, comme ailleurs, tout le monde ne partage pas la même vision de cette réforme, et c'est parfaitement légitime et parfaitement normal. Mais par bien des aspects, la réforme correspond, à mes yeux, à la culture de l'enseignement catholique, qui, je le crois, s'avère bien armée pour la déployer au mieux. Et je peux ainsi témoigner du fait que partout, les équipes se sont mises au travail depuis des mois, et que partout, elles s'efforcent d'appliquer la réforme dans le sens de ce qu'elle peut comporter de fructueux pour les collégiens.
Le moment venu, il conviendra bien sûr de mener une évaluation rigoureuse de ses effets, et pour notre part, nous nous y emploierons sans réserve. À ce jour, je voudrais simplement souligner un important point d'attention. Alors que le sens de la réforme réside dans le fait de donner plus de confiance et plus d'autonomie aux chefs d'établissement et aux professeurs, je constate qu'ici ou là, certaines administrations rectorales ont tendance à faire preuve d'un pointillisme centralisateur, voire d'une sorte de caporalisme intrusif. Cela va à l'encontre même de l'esprit comme de la lettre de la réforme. Et j'y vois une forme d'incohérence contre laquelle je m'inscris vigoureusement en faux, parce qu'elle exprime la difficulté culturelle dans laquelle semblent demeurer certains à réellement jouer la carte de la responsabilisation des acteurs. Cette carte de la responsabilisation des acteurs, cette carte de la confiance, elle est pourtant bien celle dont a besoin le système éducatif dans son ensemble. Dans la perspective des échéances électorales qui nous attendent, l'enseignement catholique entend bien sûr faire entendre sa voix, non pas pour porter une série de réclamations corporatistes, mais tout simplement pour contribuer à la réflexion et au débat démocratique. À cet égard, je me félicite de voir la place que prennent les questions éducatives et scolaires dans le débat public. Néanmoins, au vu de la tournure que revêt trop facilement ce débat, je pense, paradoxalement peut-être, mais je pense réellement que faire de l'école une priorité équivaut à en faire un objet de clivage. Or, ce n'est certainement pas de cela que l'école a besoin. Et c'est pourquoi j'appelle les responsables politiques à bien sûr s'emparer des questions scolaires, mais à le faire dans le cadre d'une réflexion maîtrisée et ouverte. En ce qui nous concerne, comme nous l'avions déjà fait en 2012, nous envisageons de publier au début de l'année civile 2017 un document qui proposera notre vision des enjeux de l'école. Il serait prématuré de vous en livrer ce matin à la teneur, puisque nous voulons prendre le temps de la concertation interne et du mûrissement. En revanche, je suis sûr d'un point, c'est que nous insisterons sur le fait que notre école souffre d'une accumulation de réformes, des réformes dont les acteurs n'ont pas vraiment le temps de s'approprier, dont la lisibilité fait parfois défaut et dont l'évaluation n'est pas toujours menée. Qu'il faille des changements, que des évolutions soient nécessaires, chacun en a conscience, moi le premier. Mais je crois beaucoup plus à l'efficacité réelle des petits pas au quotidien qu'aux grands bouleversements venus d'en haut. Les chefs d'établissement, les professeurs et les éducateurs ont besoin que leur soit fait confiance, et ils méritent cette confiance. Laissons-les faire leur métier. Reconnaissons leur professionnalisme et leur capacité de discernement. Encourageons et soutenons leur créativité, et le système éducatif ne s'en portera que mieux. J'aurais aimé m'en tenir là, mais une forme de surchauffe médiatique survenue ces tout derniers jours me conduit enfin à évoquer avec vous des polémiques en cours. Très sincèrement, ce n'est ni par artifice rhétorique, ni par je ne sais quelle obsession monomaniaque que je vais les aborder sous le même angle que les questions précédentes. Mais c'est bien au contraire parce que profondément, sincèrement, j'estime que ces polémiques appellent elles aussi un débat raisonné, rationnel et dépassionné. La première d'entre elles concerne, vous le savez, la mise à disposition des élèves dans un établissement de l'Académie de Montpellier d'un document consacré aux enjeux de bioéthique et édité par la Fondation Lejeune. Je me suis déjà exprimé sur ce point par le biais d'un communiqué de presse en date du samedi 1er octobre. Je n'y reviens donc pas longuement. Je souhaiterais juste préciser un point qui n'a, semble-t-il, pas toujours été bien compris, certainement parce que je n'ai pas été assez clair. Ce que j'ai écrit ne visait ni à défendre, ni à condamner le document en tant que tel. Il ne s'agissait, et il ne s'agit toujours pas pour moi de cela, mais de rappeler d'une part qu'il est légitime, parfaitement légitime, que dans le cadre de la vie scolaire, une parole chrétienne soit proposée à tous dans un établissement catholique. Et d'autre part,
de souligner que notre responsabilité relève avant tout d'une éducation au discernement et à la liberté, ce qui suppose tact, bienveillance, pédagogie et ouverture au dialogue. La seconde polémique, à mes yeux bien disproportionnée, met en cause le pape François, ou plus exactement, les brefs propos qu'il a tenus dimanche au sujet de ce que l'on appelle la théorie du genre. Une fois encore, dédramatisons les choses. D'une part, le pape est parfaitement dans son rôle en s'exprimant sur la personne humaine et sur son éducation. Et l'Église a toujours affirmé à la fois l'intérêt des études de genre et par ailleurs ce qu'elle estime être l'irrecevabilité d'une théorie du genre, c'est-à-dire d'une idéologie. D'autre part, et à ce titre, le pape nous interpelle sur les contenus de certains manuels scolaires. À nous de nous montrer attentifs, mais comme le fait d'ailleurs le pape lui-même, sans raccourcis réducteurs et sans pensée binaire. Par exemple, ne confondons pas les programmes officiels qui relèvent de la responsabilité de l'État et les manuels qui relèvent de la liberté des éditeurs et des auteurs. Et surtout, remettons les manuels à leur juste place. Ils n'ont pas vocation à penser à la place des professeurs ni à celle des élèves. S'il se trouve ici ou là des points contestables dans tel ou tel manuel, je fais pleinement confiance au discernement des équipes sous la responsabilité des chefs d'établissement pour prendre leurs responsabilités. Je ne voudrais pas abuser de votre patience, mais je vous décevrais sans doute si je ne me livrais pas à l'exercice rituel du point de rentrée sur nos effectifs. Aussi vais-je conclure en sacrifier à la tradition deux mots qui nous sont chers. En cette rentrée 2016, les établissements catholiques ont accueilli, soyons précis, 2 038 784 enfants et jeunes, soit 17 076 élèves de plus qu'en septembre 2015, plus 0,8%. Ininterrompue depuis 2009, l'augmentation de nos effectifs atteint ainsi un total de plus de 80 000 élèves en 8 ans. Nous enregistrons un léger tassement dans nos établissements agricoles qui perdent un peu plus de 500 élèves, moins 1,2%. En revanche, pour nos établissements en lien avec le ministère de l'Éducation nationale, la progression concerne aussi bien le premier que le second degré, mais avec des variations locales tellement sensibles qu'elles semblent empêcher toute analyse univoque concernant aussi bien l'école que le collège ou le lycée. Nonobstant ces variations locales selon les degrés d'enseignement, j'observe que notre progression se vérifie dans la quasi-totalité des académies, à l'exception des académies de Caen, de Nancy-Metz et de Guadeloupe, plus peut-être, mais les chiffres sont encore à vérifier, la Martinique. Des chiffres, quels qu'ils soient, et ceux-ci en particulier, ne présentent jamais d'intérêt pour eux-mêmes. À ceci près, et c'est important, qu'ils expriment la confiance que de très nombreux parents vouent à nos établissements. Cette confiance se fonde sur la qualité du travail entrepris par les chefs d'établissement, les professeurs, les membres du personnel de nos établissements et tous ces milliers de bénévoles engagés à des titres divers dans leur vie quotidienne. Je mesure leurs difficultés et je ne les en remercie que plus chaleureusement encore pour tout ce qu'ils font. Je crois aussi qu'une telle confiance se nourrit précisément de l'atmosphère de travail serein et du climat éducatif pacifié et pacifiant qui caractérise les établissements de l'enseignement catholique. En disant cela, je n'établis nulle comparaison teintée d'un esprit de concurrence qui, vous le savez, n'est vraiment pas le mien. Mais je dis que cette confiance nous oblige, qu'elle accroît notre responsabilité et qu'elle renforce notre mobilisation. Je vous remercie.